Bonjour à tous, c'est le Médiéviste et aujourd'hui je voulais vous parler de l'armure du chevalier et de son poids. Alors si vous avez déjà visité un site historique où des armures médiévales sont exposées, vous avez sans doute entendu une phrase du type «Hey, tu savais qu'un chevalier qui tombait de son cheval n'arrivait pas à se relever ?» Alors à en croire cette idée reçue, un chevalier en armure était si encombré qu'il se déplaçait très difficilement, qu'il fallait à tout prix qu'il évite de tomber de son cheval sinon il ne pouvait plus se relever à cause du poids de son armure, et qu'il avait besoin d'une espèce de grue ou d'un palan pour pouvoir monter dessus. Donc ça voudrait dire qu'un combat de chevalier à l'époque, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est pas très glorieux, hein. Alors on va reparler tout de suite de ce cliché, mais d'abord je pense qu'il est nécessaire de faire un petit historique rapide de l'armure au Moyen-Âge. Alors la plupart des historiens ont retenu que le Moyen-Âge a duré environ 1000 ans. Et oui, puisqu'on fait remonter le Moyen-Âge à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 et qu'on le termine soit à la chute de Constantinople en 1453, soit à la découverte de l'Amérique en 1492. Mais bon, ça c'est une matière à débat pour les historiens, donc je n'en parlerai pas ici. Quoi qu'il en soit, pendant environ 800 ans, les guerriers fortunés et plus tard les chevaliers avaient un équipement militaire dont l'armure était surtout constituée d'un casque, d'une cotte de mailles et d'un bouclier. C'est au cours du XIIIe siècle que les premières pièces d'armure de plaque apparaissent. Alors ça se traduit en général par des coudières, des genouillères ou des jambières assez rudimentaires, mais aussi par l'apparition des premières pièces d'armure de plaque pour le torse chez les chevaliers. Mais c'est au XIVe siècle que l'armure va connaître de grands progrès. C'est en effet au cours de la guerre de Cent Ans qui va opposer la France et l'Angleterre que va se mettre en place une véritable course à l'armement, les chevaliers recherchant toujours de nouvelles et de meilleures protections. Face à cette demande de plus en plus grande, les batteurs d'armure ont alors fait d'énormes progrès dans la métallurgie. Ils ont commencé par mettre au point l'acier, qui est un métal beaucoup plus résistant que le fer, et parviennent à le maîtriser au cours du temps. Ils sont donc en mesure de créer des plaques d'armure plus grandes et plus élaborées, qui vont recouvrir la totalité des bras et des jambes, ainsi que le torse et le dos, en créant les premières cuirasses monoblocs en acier. Cette armure de transition, c'est ce qu'on appelle l'armure partielle de plaque. Mais c'est au XVe siècle que l'armure de notre imaginaire apparaît. C'est en effet au début du XVe siècle que le haut fourneau et la technique de la trempe font leur apparition en Italie. Le haut fourneau va permettre de faire chauffer le métal à très haute température, soit environ 1500 degrés, et la technique de la trempe va permettre de transformer l'acier en acier trempé, qui est un métal beaucoup plus résistant que celui qu'il y avait auparavant. Combiné à ces deux éléments-là, l'armure va en plus recouvrir le chevalier réellement de la tête aux pieds, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'armure complète de plaque ou le harnois blanc. L'armure complète va se développer en France au cours des années 1420-30 environ, mais elle ne va pas cesser de se perfectionner et de changer de forme jusqu'au XVIIe siècle, époque où en fait l'armure complète disparaît progressivement des champs de bataille, même si elle reste tout de même un élément de décoration et d'apparat très apprécié par la noblesse. Et là, spectateur attentif, tu as peut-être remarqué qu'en fait, l'armure complète est apparue à la toute fin de la période médiévale. Et pourtant, c'est d'elle dont je vais parler aujourd'hui, puisque c'est elle qui est restée dans les mémoires. Il est donc temps d'aborder le sujet du jour, et pour commencer, une armure de bataille de chevalier, ça pèse environ 30 kg. Et là, si je précise de bataille, c'est parce qu'il y a deux types d'armures. Vous avez d'un côté les armures de bataille, dont on parlera après, et les armures de joute qui, elles, pouvaient peser jusqu'à 80 kg. Alors il convient de faire un point rapide sur ces joutes. Il faut se dire que le but de ces joutes, c'était de faire s'affronter deux chevaliers qui avaient la possibilité de désarçonner son adversaire. Celui qui tombe a donc perdu et n'a plus besoin de se battre ensuite. Et comme ils ne voulaient pas se blesser, ils ont collé la dose de protection en sacrifiant la mobilité. Mais comme ils n'avaient pas besoin d'être mobiles, ça ne posait aucun problème. Ce qui n'est évidemment pas le cas en combat réel. Revenons maintenant sur notre armure de bataille, et on peut se dire que 30 kg, c'est déjà pas mal. Pas tant que ça en fait. En effet, si on compare avec quelque chose d'actuel, c'est à peu près le poids de l'équipement d'un pompier quand il part au feu ou d'un militaire quand il part en mission. Et pourtant eux, il faut bien qu'ils montent aux échelles ou aux cordes, qu'ils se baissent, qu'ils se relèvent très rapidement, le tout en ayant une protection adéquate. Au Moyen-Âge, c'est exactement la même chose. Le chevalier doit réagir vite en combat, son armure doit donc l'encombrer le moins possible et donc être la plus pratique. C'est pour ça que l'armure a trois grandes qualités. Première qualité, sa protection. Alors oui, bien sûr, c'est un peu le minimum syndical qu'on est en droit d'attendre d'une armure. Mais il faut se dire qu'on a mis beaucoup de temps avant d'arriver à ce niveau-là. En effet, jusque-là, la cotte de maille arrivait à arrêter les coups de taille, c'est-à-dire les coups avec le tranchant de l'épée, mais difficilement les coups de l'estoc, c'est-à-dire avec la pointe. Et au fil du temps, de nouvelles armes sont apparues et ont permis de rendre la cotte de maille inutile, ou du moins inutile toute seule.
Les batteurs d'armure ont donc développé les plaques d'acier afin que celles-ci puissent résister à ces nouvelles armes. Et ici, notre armure complète du XVe siècle est faite d'acier trempé, qui est un métal réputé pour sa très grande solidité. Et là, c'est très simple, si vous vous trouvez en face d'un individu entièrement vêtu de cet acier-là, il est tout simplement impossible de le blesser. Vous pouvez essayer n'importe quoi, avec une épée, un arc, des flèches, tout ce que vous voudrez, ça ne passera pas. Les seules choses qui peuvent vraiment faire mal à un chevalier en armure complète, c'est soit de réussir à lui placer un coup dans une faille comme dans les yeux ou sous les aisselles, ou d'utiliser des armes comme les masses d'armes ou les haches nobles. Ce genre d'outils là. Bien. Ces armes vont être utilisées pour créer un choc capable de passer à travers les plaques d'armure et donc de disloquer, voire de casser les os qui sont derrière, et si on vise à la tête, ça peut permettre d'assommer, voire même de tuer son adversaire. Mais à part ça, l'armure est pratiquement indestructible. Deuxième qualité, son articulation. Et oui, contrairement à l'idée reçue, le chevalier a besoin de réagir vite en combat, et son armure doit donc l'encombrer le moins possible. C'est pour ça que cette armure est constituée d'une multitude d'articulations qui vont permettre au chevalier de bouger normalement, et de pouvoir se relever une fois qu'il est tombé de cheval. Et là, vous pouvez me dire, et s'il n'y arrive pas? S'il n'arrivait pas à se relever, ce n'est pas à cause de son armure, c'est parce que le gars vient quand même de se faire poutrer hors de son cheval par une lance qui lui arrive en plein dans le ventre à pleine vitesse, donc déjà, voilà, et en plus il peut mal tomber de cheval. Et là je pense que ceux qui font de l'équitation savent à peu près de quoi je parle. Mais en aucun cas l'armure est censée encombrer le chevalier, au contraire, elle est même censée éviter d'être un encombrement pour lui. Troisième qualité, la répartition du poids. Bah oui, parce que je dis 30 kilos, mais est-ce que ça veut dire 30 kilos sur les épaules? Alors oui, c'est sûr, si on prend toutes les pièces d'armure et qu'on les met dans une balance, oui, ça va faire 30 kilos. Mais le chevalier n'est pas censé porter ces 30 kilos d'armure sur son dos proprement dit. En fait, chaque partie du corps va porter une partie des pièces d'armure et va donc porter une partie du poids total, ce qui fait qu'il n'y aura jamais 30 kg au même endroit. Le poids est donc entièrement réparti sur le corps du chevalier qui ne va pas le ressentir directement. De plus, certaines parties de l'armure, comme les jambes d'armure notamment, sont portées par le vêtement que le chevalier porte en dessous. C'est donc le vêtement qui va porter une partie de l'armure, ce qui va donc alléger encore le poids réellement subi par le chevalier. À ces trois qualités, il faut rajouter le fait que le chevalier subit un entraînement intensif depuis sa naissance. Vu qu'il est habitué à porter cette armure depuis longtemps, il ne la sentira plus vraiment et sera même à l'aise à l'intérieur. Alors on peut se dire que le gros inconvénient de l'armure, c'est finalement que le chevalier est enfermé dans un espèce de carcan de métal, et que du coup il a du mal à respirer, et qu'il se fatigue plus vite du coup. Alors là, deux choses. L'université anglaise de Leeds a fait une expérience sur l'armure complète en 2011 et a émis l'hypothèse qu'à la bataille d'Azincourt en 1415, en fait l'armure complète aurait joué un rôle dans la défaite des Français, notamment en les fatiguant plus vite. Mais une autre étude menée par le chercheur Daniel Jacquet, qui a également fait sa thèse sur le combat en armure au XVe siècle, a tendance à montrer qu'en réalité la dépense énergétique en armure était de l'ordre de 2,5% supérieure à la normale. Ce qui n'est rien du tout, on est d'accord. Et là vous pouvez me demander, mais si c'est aussi confortable que tu le dis, alors pourquoi ce cliché existe? Jeune double de moi qui joue mal, ce cliché repose en fait sur trois gros piliers. Le premier pilier de ce cliché, c'est la littérature. Pourquoi? Parce que ça dramatise. En fait, l'idée est que plus le héros subit d'épreuves, plus il apparaîtra victorieux à la fin du livre quand il aura passé toutes ses épreuves. Par exemple, si un chevalier arrive à vaincre un ennemi sans problème, on n'aura pas le temps d'avoir peur pour lui et donc on ne s'attachera pas au héros. Par contre, si ce même chevalier doit se battre à la fois contre un ennemi puissant et contre un équipement qui le gêne, il apparaîtra alors bien plus puissant à la fin que dans le premier cas. L'armure est une candidate idéale pour un équipement gênant, car avec sa carrure imposante, on se dit que c'est plus une boîte de conserve géante qu'une véritable protection, surtout que vu de l'extérieur, le chevalier semble complètement empêtré dedans. Si bien que certains auteurs n'hésitent pas à en rajouter. Par exemple, la grue à chevalier dont je parlais avant, en fait elle est totalement fictive, elle n'a jamais existé. Elle est en réalité issue d'un livre de Mark Twain publié en 1889 et qui s'intitule Un Yankee à la cour du roi Arthur. Le livre était censé être humoristique, mais les gens ont cru que c'était la réalité, ce qui a donné vie à cette invention. Le deuxième gros pilier, ce sont les historiens du 19e siècle. En effet, à cette époque-là, les historiens redécouvrent notre passé et surtout le Moyen Âge. Mais le problème, c'est que certains ont lu notre histoire avec leur vision romantique de l'époque, ce qui fait qu'ils ont parfois dit des absurdités ou des approximations énormes sur le Moyen Âge. Le troisième gros pilier de ce cliché, c'est l'industrie du cinéma, qui a tendance à montrer ou suggérer des armes et des armures si lourdes que certains héros préfèrent partir presque nus au combat pour être performants. Et l'un des meilleurs exemples de cette grue à chevalier que l'on ait au cinéma se trouve dans le film Henri V de Laurence Olivier, sorti en 1944.
Mais comme je vous l'ai dit, elle est totalement fausse cette grue, elle n'a jamais existé. Un chevalier, quand il veut monter à cheval, eh ben il monte tout seul, tout simplement. Et s'il avait vraiment du mal, eh ben il pouvait soit s'aider d'un tabouret, d'un marchepied, ou encore de un ou deux écuyers qu'il avait à sa disposition. Mais certainement pas d'une espèce de grue ou d'un palan, non, ça non. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, au vu de ce que j'ai dit, l'armure complète du chevalier médiéval n'est pas aussi lourde et rigide que ce qu'on veut bien nous faire croire. Il faut vous dire une bonne chose. À la guerre, le but est de survivre, et ceux qui ont un équipement encombrant ont plus de chances de se faire dégommer que les autres. C'est pourquoi, si l'armure complète était aussi lourde qu'on le dit, je pense que les chevaliers, dont le métier était quand même de faire la guerre, l'auraient abandonnée rapidement, et elle ne serait sans doute pas devenue un symbole de la chevalerie aussi célèbre. On l'aurait tout simplement oubliée. Le fait qu'on l'ait utilisée pendant 2 siècles et qu'elle soit restée aussi bien gravée dans les mémoires montre que son efficacité a marqué la société de son temps, qui a ensuite bâti des histoires autour d'elle. Et les histoires, même si elles sont belles ou vraisemblables, ne sont que des histoires. Les mythes de l'armure lourde et du chevalier incapable de se relever après sa chute de cheval ne sont que des mythes, et sont donc totalement faux. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'apprendre quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos, et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, à bientôt!